Alors, donc le thème, c'est quelle résilience pour l'Île-de-France. Donc, c'est toujours difficile de faire de la prospective parce que, voilà, c'est pas vraiment l'art de la prédiction. Et pour vous faire sourire un petit peu, je vous ai mis des prospectives qui ont été faites à une certaine époque, et on voit qu'on peut se tromper. Je vous laisse lire. Je crois que, alors c'est dans des domaines qui ne sont pas du tout les vôtres ou les miens, mais je trouve quand même intéressant que des gens qui sont finalement extrêmement compétents peuvent se tromper à ce point-là. Donc c'est intéressant. Donc je ne serai pas lié à ce que je vais dire totalement par la suite, parce qu'on a le droit de se tromper quand on fait de la prospective. Mais je pense qu'on a quand même suffisamment d'éléments factuels pour faire une analyse. Mais je voulais démarrer par ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Et on entend, moi depuis 20 ans que je m'occupe de ces questions-là, j'ai entendu beaucoup d'erreurs. Donc quand on vous dit tout va bien, quand on vous dit voilà, tout est prévu, tout est planifié, voilà. Faut être... Alors, moi, je voulais vous parler de résilience, et de résilience à la fois organisationnelle et structurelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La résilience organisationnelle, on va en parler plus en détail, c'est vraiment comment on s'organise vis-à-vis d'un risque, d'une menace, d'une catastrophe. Puis la résilience structurelle, c'est d'une nature différente. La résilience structurelle, c'est réellement diminuer les vulnérabilités, s'adapter, faire du durcissement, pour finalement avoir un enjeu ou une amplitude moins grande, voilà, d'un événement. Donc ça, c'est de la résilience structurelle. Donc un exemple qui fera peut-être sourire quelqu'un dans la salle, le projet de réservoir de la Bassée, c'est de la résilience structurelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de manière structurelle de réduire, je dirais, la hauteur d'eau de la Seine. Voilà. Donc ça, c'est de la résilience structurelle. Puis à côté, la résilience organisationnelle, bah, ça va être tout ce qui est préparation, gestion de crise, continuité d'activité, donc vis-à-vis de tous les risques, pas seulement d'ailleurs les risques naturels ou l'adaptation au changement climatique, ça c'est plutôt de la résilience structurelle, mais aussi des menaces. Donc on a tout ce qui est infrastructure critique, durcissement, redondance, tout ce qui est cyber-résilience, résilience des réseaux, donc sécurité active, sécurité passive, la résilience sociétale, donc l'explication, la communication, les valeurs, le vivre ensemble, l'éthique, tout ça est extrêmement important, surtout en situation de crise. La résilience sanitaire, qui est à l'ordre du jour en ce moment. Et puis tout ce qui est résilience économique, parce qu'effectivement, si les acteurs économiques souffrent trop d'une crise, bah, ils peuvent disparaître ou ils disparaissent tout court. Donc il faut faire très très attention à cette résilience économique, puisque c'est celle qui va permettre aussi un redémarrage. Alors, lorsqu'on prend la crue de la Seine, et qu'on parle de Paris principalement, on est sur Paris et la Petite Couronne, j'ai pas pris toute l'Île-de-France là, on est à plus d'1,5 million de résidents qui peuvent être impactés, et quasiment un quart du bâti parisien qui serait inondé en cas de crue millénale, donc c'est quand même assez important. Si on prend la zone Île-de-France, vous avez les chiffres, voilà, donc c'est quand même tout à fait gigantesque, puisqu'on parle, et c'est le rapport OCDE, de 30 milliards d'euros de dégâts directs et jusqu'à 60 milliards d'euros indirects, et une baisse de l'ordre de 3% du PIB français pendant 5 ans. Donc plus de 600 000 emplois détruits. Donc on parle vraiment d'une catastrophe majeure. Alors justement, quand on parle des catastrophes majeures, là je vous ai mis juste quelques images, quelques photos pour que vous voyez l'inondation de surface, mais vous voyez le bâti inondé, qui est tout à fait autre chose, puisqu'effectivement, comme on l'a dit, ça va remonter aussi beaucoup par les nappes phréatiques, et donc il y aura beaucoup de bâtis inondés. Donc même si vous arrivez à maintenir l'eau, qu'il n'y a pas d'inondation de surface, vous aurez quand même des inondations très fortes par l'inondation des sous-sols. Donc on est réellement dans une crise majeure. Je fais un petit clin d'œil. Voilà les points olympiques, et voilà la crue R1. Bon, mais il n'y a pas de débat. Hein, j'ai posé la question au préfet, je crois que je ne suis pas le seul, il y a quelqu'un dans la salle qui a aussi posé la question au préfet, Yoto, qui dit « c'est pas un débat car au mois de juin, il n'y a pas de crue ». Probablement on publiera un décret, et je pense que ça ira très bien. Donc voilà, donc il y a des vrais sujets d'aménagement, mais il y a des impératifs politiques, nationaux, qui fait que parfois on ne veut pas voir, on ne veut pas
la probabilité ne doit pas exister. Voilà. Donc on mise sur la chance. Pourquoi pas, hein, c'est une prise de risque, ça fait partie de la notion d'analyse de risque, c'est une prise de risque. Alors, quand on parle d'une crue majeure, on parle des grandes crises systémiques. Alors, les grandes crises systémiques, en gros, dans le monde, on en a un certain nombre en tête. C'est des populations qui sont impactées supérieures à 250 000 personnes. C'est des coûts de dommages en général supérieurs à 10 milliards et c'est des coûts économiques à 100 milliards. On parle de quoi? On parle de Sendai, on parle de Sandy, on parle de Harvey. Voilà, on parle d'événements de Katrina, bien évidemment, voilà, et des temps de rétablissement supérieurs à 1 an. Donc ça, c'est les vraies grandes crises systémiques. La crue de la Seine rentre dans cette catégorie de grandes crises systémiques. Alors, les enjeux sont majeurs, c'est une image internationale. Imaginez qu'il y a une crue de la Seine, bon, il y a une attractivité de Paris qui va baisser pendant un certain nombre d'années. Ne trompez pas, c'est évident. C'est une image économique. Hein. Pour la France, je le rappelais, 31% de la richesse nationale est produite sur l'île de France. L'image médiatique de Paris et de la France. Vous êtes sous le feu de toutes les caméras du monde entier sur toutes les chaînes d'info continue pendant des semaines. Donc voilà. Et puis l'image des valeurs. Comment la population, comment tout le monde va se comporter, donc à la fois sur la partie gestion humanitaire, sur l'aide, sur le comportement des populations, sur le comportement des politiques, sur le comportement de tout le monde, quoi, globalement. Donc enjeu majeur. Alors, moi j'ai essayé de recenser un peu les problèmes de base que nous avons aujourd'hui sur un scénario de crue majeure, mais qui n'est pas unique, qui est un petit peu la même chose que l'on va retrouver face à tout ce que j'appellerais des crises systémiques. Parce que les crises systémiques en France, il n'y a pas que la crue. Vous avez l'accident nucléaire de haute intensité, vous avez le séisme de très forte intensité sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Je pense notamment à l'outre-mer. Vous avez un certain nombre de scénarios et on peut aller sur des scénarios malveillants où on est aussi dans ce cadre-là, ou des scénarios sanitaires où on est aussi dans ce cadre-là. Alors, ces problèmes de base, qu'est-ce qu'ils sont? D'abord, il y a une sous-préparation psychologique majeure à la fois de la population et de nos élites. On sait toujours gérer en France. On sait toujours gérer. L'État ne peut pas ne pas savoir gérer. Donc on sait gérer. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas toujours dans la même intensité, le même dimensionnement, parce que nous avons des problèmes de dimensionnement à la gestion. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas ni les outils, ni les structures pour le faire, pour gérer les crises systémiques en France. On n'a pas. On sait gérer des crises. On le fait tous les jours. Là, en ce moment, vous avez la crise du coronavirus, il n'y a pas de problème. Il y a 4 personnes, donc il n'y a pas de souci. On sait très bien gérer. Même s'il y en a 20, s'il y en a 100, on sait gérer. C'est pas ce sujet-là. Mais dans les crises systémiques, on parle d'autre chose. On parle de quelque chose où les secours ne peuvent plus intervenir parce qu'ils sont trop sollicités. On parle de dispositifs sanitaires totalement saturés ou totalement impactés. Voilà, on parle de choses qui sont hors du dimensionnement habituel et même des limites du dimensionnement. Et ça requiert effectivement une résilience, mais une résilience individuelle et collective à travers les organisations. Donc tout type d'organisation doit avoir une notion de résilience, c'est-à-dire savoir comment se démerder tout seul pendant 24, 48, 72 heures. Alors l'ONU nous dit 72 heures, c'est un strict minimum pour les familles, mais au-delà des familles, les organisations, ça peut être beaucoup plus. Et ça, c'est un concept qui est difficile à prendre en main. Donc il faut avoir une préparation psychologique qui soit un peu différente de celle que nous avons. Deuxièmement, c'est que nous n'avons pas de planification hors cadre. C'est-à-dire que le plan, il est fait pour des choses qui sont évaluées. Et lorsque c'est hors cadre, ben vous n'avez pas de planification. Parce que vous ne sortez jamais du cadre juridique et réglementaire. Alors on a l'article 16, on a l'état d'urgence, mais c'est très orienté ordre public, c'est pas très orienté all hazards, comme on dit en bon français. Et donc on n'a pas de droit de l'exception. Un système qui n'existe pas. Donc c'est un vrai souci parce que, en fait, face à ces événements-là, il faut avoir des planifications qui sont complètement hors cadre. Il faut penser autrement. Et on n'a pas pensé autrement, parce qu'on est toujours dans le cadre. Parce que l'État ne peut pas penser hors cadre. C'est un problème, mais voilà. Ou alors, s'il doit le penser, il doit le penser en très secret défense, et je ne sais pas. Donc j'espère qu'il le pense au moins en très secret défense. Ensuite, il y a des infrastructures de crise totalement sous-dimensionnées. D'abord, si vous prenez Paris, tous les centres opérationnels nationaux, quasiment tous, on va dire
70%, sont sur la Seine en zone inondable. Donc voilà, que vous preniez le centre opérationnel, la cellule interministérielle de crise de Beauvau, que vous preniez le Quai d'Orsay, que vous preniez l'Annecy, que vous preniez, etc. Enfin, il y en a tout au long de la Seine, ils sont tous là. Hein, y compris le CPCO qui serait obligé de fermer, mais les militaires, à Ballard. Donc, tous les centres opérationnels. Et je ne parle pas de celui de la mairie de Paris, qui est au rez-de-chaussée dans l'île de la Cité, avec son groupe électrogène au rez-de-chaussée. Donc, déjà, la capacité de résilience des centres opérationnels qui devraient être prêts est inexistante, quasi inexistante. Après, on peut se dire, mais on trouvera des solutions. Mais non, parce que moi j'ai fait l'étude, ça fait 20 ans que je regarde ces trucs-là, j'ai fait l'étude entre PACA, et, donc Provençal-Côte d'Azur, et l'État de Louisiane. Et quand vous prenez l'État de Louisiane et PACA, qui a à peu près la même population à quelques chouilles après, à peu près la même surface, des risques forcément un peu plus grands en Louisiane, parce qu'il y a des ouragans qui sont là et que PACA n'a pas des ouragans, mais il y a d'autres choses en PACA. Ben, vous êtes, comme à peu près tout le standard français, dans un rapport entre les États-Unis et l'Amérique de 5 postes de travail dans les salles opérationnelles pour 1 en France. Donc vous avez un sous-dimensionnement, c'est-à-dire que tout ce qui est systémique, on n'aura pas les capacités, l'organisation matérielle de gestion. Ça, c'est une évidence. On ne le dit pas, on ne veut pas le dire, mais moi je le dis parce que je pense que c'est une très grande faiblesse du dispositif. On a une réaction des forces militaires qui maintenant prend en compte, notamment avec le commandement de territoire national, comme TN positive, mais au détriment des missions des forces, et puis il faudra voir jusque-là, parce que bon, le contrat 10 000 hommes, ça peut être un peu plus, mais bon, bah, c'est pas non plus énorme. Les forces de sécurité intérieure, elles seront probablement dépassées dans l'intensité, et si elles ne le sont pas au début dans l'intensité, elles le seront dans la durée, automatiquement. Et notamment sur la plaque parisienne, où nous n'avons quasiment pas de police municipale, à part les villes périphériques. Donc ça sera uniquement de la police nationale, et ça sera difficile parce qu'ils ne sont pas équipés pour ce genre de situation. Donc ça sera difficile. Gendarmerie nationale aussi, bien sûr. Ça sera difficile. Je ne dis pas que mais ça sera difficile vu l'ampleur des phénomènes. On a une gestion de l'aide internationale qui est un petit peu organisée, notamment ce qu'on appelle le mécanisme européen de protection civile, qui est un bon système, qui marche par des modules. Alors il y a un certain nombre de modules, mais dans une crise systémique, je dirais pas que l'apport est symbolique, mais l'apport n'est pas majeur, n'est pas gigantesque. Et puis il n'est pas du tout préparé avec d'autres organisations internationales, je pense notamment à l'ONU et l'OTAN, parce que dans les pays développés, on n'imagine pas l'ONU ou l'OTAN intervenir en temps de paix. Donc il n'y a pas de gestion. Bon, les moyens de communication, bon, même si les opérateurs ont fait un gros travail de durcissement, bon, ils seront probablement, tout au moins au début, largement neutralisés, ne serait-ce que par la demande, qui va être énorme, et l'offre qui sera peut-être un petit peu réduite. Donc on a des systèmes de communication de dernier recours qui sont assez rares et pas très lourds. Donc il y aura des problèmes de communication qui seront importants dans ce cadre-là. Et puis l'évacuation. L'évacuation est un concept qui n'existe pas, qui n'est pas planifié, qui n'est pas exercé, pour lequel nous n'avons pas de doctrine. Pas plus d'ailleurs pour que l'hébergement d'urgence ou en masse. On sait ouvrir un gymnase, mais quand on sait ouvrir 1000 gymnases, répartir 100 000 personnes sur toute la France, comment on fait dans l'évacuation, dans le transport, dans l'hébergement, dans le truc. On a des capacités, mais la planification, on ira demander à la Croix-Rouge, comme d'habitude, parce que l'État sera un petit peu, enfin quand je dis la Croix-Rouge et les autres associations agréées de sécurité civile, mais là on a 80 000 personnes potentiellement, c'est très important, mais il y a une planification qui est un peu légère. Et puis enfin, ce que je crains le plus, c'est la volonté de rassurer pour ne pas affoler les foules. Or, l'impact sera majeur, on l'a vu, et la volonté de rassurer, c'est normal pour un dirigeant, c'est normal. Le seul problème, c'est que on peut rassurer avant, mais si on n'arrive pas, la sanction risque d'être un peu lourde. Moi, je suis plutôt partisan de dire à chaque personne, dans une crise systémique, vous êtes en charge, vous êtes responsable. Ne comptez pas sur les autres, ça ne marchera pas.
Hein, je pense que Madame sur Irma, ne comptez pas sur les autres, ne comptez pas sur les pompiers, les machins, la Croix-Rouge, bon, peut-être dans des urgences vitales, mais et encore. Donc, une crise systémique, c'est une préparation individuelle et collective. Mais collective, je dis de toute l'organisation. C'est pas je me reporte sur l'État, je me reporte sur la collectivité. Tout le monde jouera son rôle. Mais c'est impossible. C'est systémique. Donc voilà. Donc, mon risque majeur, c'est la population qui est très insuffisamment impliquée, et donc avec tous les risques de dérive que l'on peut imaginer et que je ne décris pas. Donc pour moi, la résilience, c'est avant tout avant. C'est beaucoup pendant, mais c'est aussi après. Mais ça n'est un concept qui n'a de sens que dans une inclusion systémique et sociétale. C'est ce que un certain nombre d'organismes internationaux essayent de le dire de manière peut-être un peu moins franche. Je pense que vous, dans le domaine de la culture et de l'héritage, c'est extrêmement important, puisqu'on sait que la résilience des personnes et des populations ne se reconstruisent bien que lorsque un passé, un certain héritage, j'aime bien ce mot héritage qui à la fois est en anglais et en français, existe parce que les gens ont une identification et ça c'est extrêmement important de garder ça après une catastrophe, puisque c'est là-dessus que les gens vont se reconstruire, tant au plan psychologique qu'au plan aussi matériel. Quand on a tout perdu, on a tout perdu, donc il faut éviter de tout perdre, donc il faut bien se préparer, et je conclurai là-dessus, je serai dans les temps, j'espère. Je vous remercie, et puis je crois qu'on a une petite séance de questions avant de laisser la parole, donc il reste une dizaine de minutes avec tous les panélistes qui sont là, qui sont prêts à répondre à vos questions, et je vous remercie. Alors, première question. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur votre dernière intervention pour essayer de voir les choses de façon un tout petit peu plus optimiste. Je comprends la diapositive précédente avec tous les points d'attention qui, pour certains, peuvent faire un peu peur, effectivement. Mais ça fait 20 ans que l'on se prépare à la crue centennale. Il y a déjà des mesures qui ont été prises, des choses qui ont été faites. Est-ce que vous pourriez aussi aborder quelques points positifs en disant que oui, il y a quand même des avancées, ou est-ce que vraiment depuis 20 ans on en parle et on ne fait rien? Non, vous avez raison, je crois qu'il y a des avancées. Il y a des avancées qui ont été faites. D'abord, il y a une planification qui existe. Bon, ceci dit, je pense que les moyens qui y sont consacrés, en regard du risque, sont trop faibles. On est exactement dans le même schéma que j'écoutais Nicolas Hulot ce matin sur le changement climatique, c'est la même chose. Je ne veux pas dire que rien n'est fait. Mais quand vous avez 2 personnes qui s'en occupent à la zone de défense, pour une affaire à 30 ou 60 milliards, bon, voilà, c'est tout. Tout est dit. Alors après, quelle politique de communication pour le grand public? Quasi zéro. Bon, Plouf 75, c'est gentil, j'aime bien. Mais si vous voulez, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc si vous voulez, voilà, bon, on peut dire, on a des trucs alibis, mais les fondamentaux, ils sont pas traités. Ce dont je vous disais sur les salles de crise, c'est pas traité. Tout le monde le sait. Donc c'est pas traité. Il y a des tas de choses qui sont pas traitées, qui sont essentielles. Pourquoi elles sont pas traitées? Parce que ça coûte du fric. Ça coûte même beaucoup d'argent. Donc ça veut dire quelle est la priorité dans les politiques publiques. Publiques et pas seulement. Alors les gens qui ont fait du boulot, ce sont les opérateurs. La RATP, Orange, machin, Enedis, voilà, tous les grands opérateurs, ils ont fait leur devoir de vacances. Là, fait un certain nombre d'années, ils travaillent. Bon. Mais reprenez l'exercice, c'est quoi là? 5 ans, il ne se passe rien depuis 5 ans, on n'en parle plus, il n'y a plus d'exercice. Bon, comment voulez-vous que s'il n'y a pas d'exercice régulier, au moins tous les 3 ans, comme un PPI, il se passe quelque chose? Ben voilà, moi j'ai des choses, je m'en fous, j'ai pas d'action, ni dans l'État, ni pour, ni contre, c'est pas le sujet. Moi justement, je suis un organisme totalement extérieur, qui est totalement libre de ses propos, en tout cas moi, donc ça ne me gêne pas, mais je dis pas que rien n'est fait, mais je dis qu'il y a tellement à faire qu'on n'est pas au bon braquet pour une préparation d'une crue qui peut survenir dès l'année prochaine. D'autres questions ? Oui, Régis Thépaut, donc j'étais directeur général de l'EPT Bessin-Lac pendant 10 ans. Donc je voulais juste revenir sur ce qui a été dit. Effectivement, on se prépare mieux. Il ne faut pas faire de catastrophisme. Mais je crois qu'on peut vraiment regretter que Magali Reguezza ne soit pas venue ce matin. Parce qu'elle aurait très bien dit, ça a été dit une fois, le plus grand risque, ce n'est pas tellement le débordement, ce sont les inondations souterraines.
Et on risque d'avoir un phénomène où Paris va être complètement paralysé et on ne verra pratiquement rien. Hein, par exemple, là, la dernière grande crue de janvier 2018, on était à 5 cm d'avoir un débordement dans le RRC, donc vous imaginez ce que ça a pu donner, on l'a vu avec les grèves. Hein, donc j'ai eu le directeur général du chauffage urbain de Paris qui m'a téléphoné au pic de la crue en me disant « Monsieur, s'il y a 5 cm de plus de Seine, je vais être obligé d'arrêter le chauffage dans une dizaine d'hôpitaux parisiens. Hein. » Et juste pour finir là-dessus, l'événement qu'on a eu est une grande crue, ce n'est pas une crue catastrophique. Juste un chiffre, on est à peu près à 6 mètres de niveau de la Seine à Paris, la grande crue c'est 2,50 m de plus. Hein, donc il faut quand même effectivement se dire que ça peut arriver, et si ça va arriver, on aura beau se préparer, on aura effectivement un phénomène majeur à gérer chacun dans son propre établissement, notamment par rapport à la dimension patrimoniale. Et je crois qu'il y a tout un tas de mesures qui permettront effectivement de réduire les conséquences. On a plusieurs exposés qui ont été tout à fait remarquables. Mais on n'est pas à l'échelle, ce qu'on a vécu n'est pas à l'échelle de ce qu'on pourrait avoir. Hein. Donc les médias ont tendance toujours un petit peu à caricaturer. Ce qu'on a eu, ce sont des événements qui ne sont pas extrêmes par rapport à ce qu'on pourrait connaître en région parisienne. Et le grand risque, c'est les remontées en sous-sol. Merci. Alors, micro-détail peut-être pour corroborer ce que vous venez de dire. Dans les alentours du muséum, la rue Buffon ne connaît que 2 niveaux de cave, c'est-à-dire que personne n'a creusé plus profondément, très certainement parce que d'abord c'était pas creusable et ensuite c'était pas raisonnable. Ça aurait été inondé tout de suite. Mais c'est quand même des signes justement dans le bâti et on parlait justement sur des exemples extra-France de l'observation de ce qui avait été fait par qui les maçons, ceux qui avaient bâti à un endroit ou à un autre. On est strictement dans les mêmes choses, des choses qui ont été complètement oubliées au profit d'une, je ne sais pas, technologie, j'en sais rien, en tout cas de regards qui ont gommé une partie de l'observation. Mais l'observation, ça prend du temps et ça coûte des sous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Samir Abdulak, question à Monsieur Cuisin. Aujourd'hui, pour comprendre l'histoire des espèces, leur parenté, leur ancienneté, on recourt à l'utilisation de techniques nouvelles comme l'ADN. Et je parle d'espèces animales, d'espèces végétales aussi. La préservation de ces échantillons est essentielle. Première question, est-ce que, dans le cas du muséum, vous avez une conservation particulière? D'autre part, ces échantillons sont extrêmement importants pour l'avenir de toutes les espèces vivantes et des techniques de sauvegarde appropriées sont nécessaires, d'autant plus qu'un changement climatique peut intervenir et des espèces disparaître complètement. J'aimerais bien avoir votre opinion à ce sujet. Merci beaucoup. Sur la première partie de la question, à savoir s'il y a des techniques particulières de conservation par rapport à ces technologies nouvelles, oui, forcément, puisque les extractions moléculaires qui sont effectuées ne peuvent pas être préservées de la même manière que des organismes entiers secs, comme j'ai pu vous le montrer. Cela étant en complément, tout n'est pas extrait, tout n'est pas coupé en petits morceaux. Et c'est pour ça que j'ai employé plusieurs fois le mot de ressources. Lorsque vous avez par exemple une part d'herbier, on va prendre une planche qui fait, représentez-vous, 40-45 cm de haut sur 35-38 cm de large. Il y a des normes, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Avec un échantillon qui comporte plusieurs feuilles ou plusieurs parties, plusieurs rameaux. Donc vous allez effectivement en travailler un. Et le reste, vous allez le conserver, mais comme il a pu être préservé pendant les 200 dernières années. Autrement dit, il n'y a pas forcément une accentuation de la préservation pour absolument toute la ressource. Le projet des 12 là compte à peu près 1 milliard de spécimens. Donc on comprend qu'économiquement, ça va être quand même compliqué de tout mettre à un très très haut niveau. On garde un
très haut niveau, donc les extractions, et également ce qu'on appelle les types, que je vous ai présentés brièvement, c'est-à-dire les tout premiers qui servent à la description d'une espèce, parce que c'est les maîtres étalons, en quelque sorte. Et c'est eux qui vont servir à la comparaison. Alors, sur la deuxième partie, sur les espèces qui sont en train de disparaître, parce qu'on peut parler au présent, tous les jours il en disparaît quelques-unes. Alors bon, on ne les voit pas parce qu'elles sont petites, elles disparaissent ensuite de modification des milieux. C'est sûr qu'il y a, mais même pour nous, cette question de savoir est-ce qu'on va effectivement mettre le monde en collection, parce que ça revient à ça à un moment ou à un autre, ou est-ce que finalement on va échantillonner une partie, c'est les histoires de grand nombre, et c'est les histoires de qu'est-ce qu'on va désherber comme archive, qu'est-ce qu'on fait comme échantillonnage. Ben nous, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait comme échantillonnage? Qu'est-ce qu'on décide de garder? Alors des fois, on va garder un site en entier, une collecte. On a au muséum depuis une quinzaine d'années des gros programmes de campagne océanographique. Et donc là, on va échantillonner à chaque hauteur, par exemple, de l'océan ou des choses comme ça. Et là, effectivement, c'est préservé dans plusieurs musées. C'est une réponse. On n'a pas forcément toutes les réponses techniques. Mais en tout cas, la fragmentation des échantillons, on sait qu'on ne perdra pas tout en même temps pour une communauté de collecte. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont très riches. On pourrait presque y passer une journée. Merci pour ces questions et ces réponses. Je vais inviter Étienne Féot et Patrice Dalem à venir conclure notre journée, en les remerciant de le faire. Bien, merci. Nous voici arrivés à la fin de cette rencontre. L'exercice sera peut-être un peu difficile pour moi parce que je remplace au pied levé le chef du département des affaires européennes et internationales, Bruno Favel, qui s'excuse de n'avoir pu rester avec nous et qui m'a demandé donc un peu au pied levé de conclure cette journée. Je ne me voyais pas le faire tout seul et c'est comme ça que j'ai sollicité mon ami et collègue administrateur au Bouclier Bleu, Patrice Dalem, qui a été durant quelques années directeur de l'urgence à la Croix-Rouge française et qui a une grande expérience et beaucoup de bonnes idées qui nous servent beaucoup dans la vie quotidienne de notre association. Donc en fait l'idée peut-être c'est de départager nos deux rôles. Moi j'interviendrai plutôt comme un représentant de la Direction Générale des Patrimoines et Patrice comme administrateur du Bouclier Bleu. L'idée peut-être ce n'est pas tant de faire la synthèse parce qu'on a entendu beaucoup de choses et ça risquerait de prendre trop de temps, donc on ne l'a pas. Donc on va essayer de conclure assez rapidement sur un certain nombre de points qui nous permettront de progresser. Parce que, pour ma part, il me semble que cette rencontre du 29 janvier marque un tournant historique dans la vie de notre association, le Bouclier Bleu, car pour la première fois, je parle sous le contrôle de notre présidente Jocelyne Deschaux, j'ai l'impression que nous avons été entendus par la Direction Générale des Patrimoines. Et donc c'est le premier point que je relève, c'est celui du discours d'ouverture du directeur général, Philippe Barba, qui nous a fermement déclaré son soutien et probablement tendu la perche pour qu'on aille le rencontrer prochainement, ce qu'on va faire certainement courant mars, car on a vraiment besoin de son aide pour sortir de l'ornière. On a rappelé ce matin que notre association n'avait aucun subside d'État, alors que d'autres associations bien connues, que nous ne citerons pas par charité chrétienne, bien elles disposent de crédits tout à fait confortables pour vivre et survivre, ce qui n'est pas notre cas. Nous vivons donc seulement avec les cotisations de nos membres, ce qui, bon, quand on considère les missions de notre association, paraît quelque peu inique.
Une chose que j'ai oublié de faire, c'est quand même de remercier l'ensemble des intervenants de cette journée pour leur formidable communication. Moi, j'ai pas arrêté de prendre des notes et je vois pas comment j'aurais pu maintenant en faire la synthèse, car je crois avoir griffonné bien une trentaine de pages depuis ce matin. Donc des communications très très riches qui voilà, ont mis en valeur des situations à l'international. Ça, c'était une demande de Bruno Favel, puisque nous sommes département des affaires européennes et internationales. Je remercie la présence de Monsieur Plat, ici présent pour le Conseil de l'Europe. Votre présence a été très importante pour nous, parce que c'est vrai que c'est la France, mais c'est aussi l'Europe, une Europe qui reste à construire, et surtout sur ces problématiques d'urgence, d'aide à l'urgence. Je pense qu'il y aura peut-être des liens à continuer de favoriser et de tisser. Et puis, toutes les autres communications, moi j'ai été particulièrement impressionné par les communications de cet après-midi, donc je tiens ici, au nom de mon administration, à vous remercier tous et toutes pour la qualité de vos communications. Alors, donc, le premier point que je retenais, c'était bien celui d'une invitation quasi formelle du directeur général des patrimoines à le rencontrer prochainement pour essayer de passer maintenant à une vitesse supérieure et à donner de l'avenir à notre association. Je ne peux pas m'empêcher de penser, on a reparlé de cela au déjeuner avec la présidente Jocelyne Deschaux, ça fait plusieurs mois qu'on suggère l'idée de mettre en place une enquête nationale pour mettre en branle une sorte d'inventaire des plans de sauvegarde et des plans d'urgence, parce qu'en fait, quand on regarde les réalités, il y a très peu d'établissements patrimoniaux qui sont dotés de tels plans. La cathédrale de Paris, heureusement, y avait réfléchi, mais toutes les cathédrales de France n'ont pas des plans équivalents. Et pour ce qui est des musées, que je connais mieux, puisque j'appartiens à ce milieu, à l'heure actuelle, je crois qu'on a, parce que la réalité change, à peu près 27%, si je ne m'abuse, d'établissements muséaux qui sont dotés de plans d'urgence. Donc c'est mieux qu'il y a quand même une dizaine d'années où là on était proche de zéro. Donc ça veut dire qu'il y a encore un énorme travail de sensibilisation à faire, et c'est vrai que le Bouclier Bleu a ce savoir-faire, organise régulièrement des formations pointues sur voilà, la réponse à l'urgence autour des collections. Donc, est-ce que M. Barba pourrait être intéressé par notre concours pour mettre cette enquête en branle, en sachant qu'on peut être aidé par l'administration centrale et puis également par l'administration décentralisée. Je pense au rôle que jouent les conseillers musées dans les DRAC. Je pense qu'on pourrait quand même affiner ces chiffres et faire peut-être en sorte que le plan d'urgence soit comme un indicateur de performance, puisque dans les politiques actuelles, on met ceci beaucoup en avant. Et moi, j'ai vu ça lors des conférences budgétaires. On voulait savoir, par exemple, si le récollement décennal avait bien été atteint et s'il y avait un plan de conservation préventive. C'est vrai que dans l'absolu, un plan de conservation préventive devrait intégrer un plan de sauvegarde des collections. En fait, on se rend compte que parfois, on a des plans de conservation préventive, mais cet aspect des choses a été mis de côté. Donc, voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur cette question. Le dernier point, en bavardant tout à l'heure avec une collègue restauratrice qui est peut-être encore ici dans la salle, qui est Amélie Métivier, qui était à la table tout à l'heure de la Fédération française des conservateurs restaurateurs, on s'est dit quand même c'est dommage, on travaille, il y a plusieurs associations qui travaillent sur des terrains assez proches, et on devrait quand même mieux se connaître, mieux travailler ensemble et voir comment on pourrait mieux collaborer. Je suis surpris de voir que parfois on organise des colloques sur des thèmes très très proches et pourquoi on n'aurait pas fait les choses ensemble avec plus de force et de conviction. Bon, voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que nous n'avons pas tant de temps que cela, et céder la parole à Patrice Dalem, que je remercie infiniment d'avoir au débeauté comme ça accepté de partager la tâche avec moi. Oui, merci. Alors je vais également remercier les intervenants au long de cette journée, parce que je pense qu'ils ont apporté un éclairage
notamment cet après-midi, assez saisissant sur ce qu'est une catastrophe et comment elle se déroule. Et je vais mettre en lumière ce qui a été dit par Madame Dargaud sur les conséquences d'Irma. Je pense qu'elle a parfaitement dépeint. Moi, en tant que responsable de l'urgence de la Croix-Rouge pendant 17 ans, j'ai été confronté à catastrophes. Et je me suis retrouvé face à des populations la plupart du temps démunies et face à une administration et des secours que j'ai qualifié d'autistes à une époque, bien que le mot ne soit pas tout à fait approprié, mais il est parlant, complètement hermétique aux besoins des personnes. Et ce qu'a dit tout à l'heure Mme Dargaud, c'est de souligner l'importance de travailler avec les populations environnantes, de travailler avec elles pour essayer de trouver des solutions. Et donc, si on doit mettre en avant une première conclusion, c'est de dire il faut se préparer à être autonome. Alors, c'est vrai au niveau individuel. Le monde associatif a monté beaucoup d'éléments pour essayer de favoriser le plan familial de sauvegarde, de façon à ce que dans une situation de catastrophe, les familles soient autonomes, puisque lorsqu'on se trouve dans une situation dépassée, comme celle qu'a décrite tout à l'heure Christian Sommade, eh bien effectivement, les secours sont dépassés, et donc vous devez, vous, le citoyen, nous devons nous préparer à affronter les conséquences d'une catastrophe avec nos propres moyens, et parfois pendant plusieurs jours. D'où des formations sur 72 heures, etc., qui permettent effectivement à certaines communautés de pouvoir, dans l'isolement le plus total, arriver à attendre les secours qui arriveront un peu tardivement. Donc ça, déjà, l'autonomie, et c'est la façon d'appréhender également la préparation. Pour ne pas être seul, il faut se préparer, et se préparer, c'est connaître les différentes personnes, les organismes qui vont intervenir. Et lorsqu'on est à la tête d'un musée, la plupart du temps, d'une bibliothèque, d'archives, enfin, dans le monde patrimonial, il faut arriver à tracer des ponts, à monter des ponts avec les secours publics, mais également avec la mairie. De nombreux musées et disons, bibliothèques et lieux patrimoniaux sont communaux en France. Il y a une quarantaine de musées nationaux, donc qui, eux, sont, je l'espère, pourvus de plans d'évacuation et de plans de sauvegarde, mais je ne suis pas certain que des exercices récurrents soient faits. Et donc, ce qui compte, et on l'a dit aussi, c'est la prise de conscience. Et Jacques en a bien parlé ce matin. Alors, il a parlé des concepts, il a placé les choses sur l'échiquier. Je pense qu'il a fait des schémas remarquables qui permettent de bien situer les enjeux, les aléas, etc. Mais également les différents aspects de la prise de conscience qui permettent justement de réussir une opération de sauvegarde et ensuite de résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience ? Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, et je ne sais pas de qui elle est, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'était, on s'amusait à échanger des phrases le matin avec des amis, et celle-ci, je l'ai toujours retenue, c'était « ceux qui survivront seront transformés ». Eh bien, je pense que ce soit Madame Chopin ou Madame Dargaud, je pense que, mesdames, après ce qui vous est arrivé, vous êtes transformées. C'est évident. Bon, c'est vrai que vous avez la chance, vous, Madame Chopin, d'avoir maintenant un musée qui a été rénové, comme le musée Giraudet à Montargis d'ailleurs, qui a subi les mêmes outrages, ou ce qui est en train de se faire ou peut-être terminé sur le musée de Menton, sur le musée Cocteau, des musées qui ont extrêmement souffert, qu'il a fallu rénover complètement. Donc effectivement, la résilience, c'est de toute façon, elle est personnelle. Quels que soient les locaux, qu'ils soient réhabilités, qu'ils ne soient pas réhabilités, c'est qu'est-ce qu'on en a retiré et à chaque fois, a-t-on fait des rétextes ? Lorsque vous avez une catastrophe qui se produit, je pense que la part la plus importante, c'est, une fois que tout est presque terminé, c'est de faire un rétexte, c'est-à-dire un retour d'expérience qui va permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et Madame Chopin, vous avez dit vous-même que vous avez souffert, comme d'ailleurs, elle ne l'a pas dit comme ça, mais elle a beaucoup souffert aussi, Madame Dargaud. On voit bien que même lorsqu'on est préparé, on n'est jamais préparé à l'intensité de la catastrophe telle qu'elle se présente. Donc on a de toute façon soi-même un moment de dépassement et on n'a pas toujours les bons réflexes.
Et on ajoute parfois de la difficulté à la résolution de la crise parce que justement, au moment propice où il fallait prendre des décisions, on était seul, mal accompagné, on traverse les trous noirs, 6 mois d'un côté, 1 semaine à 15 jours de l'autre. Donc on voit à travers ces exemples la difficulté effectivement pour un établissement patrimonial de faire face à une situation extrême lorsque cela arrive. Donc pour conclure, vous avez le bouclier bleu, je ne peux pas l'oublier, qui est présent à vos côtés pour l'ensemble des conservateurs et responsables d'unités patrimoniales. Eh bien, c'est de dire que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous aider dans la résolution de votre préparation. Nous pouvons former également et nous pouvons être des référents en cas de crise à vos côtés pour vous aider. Vous avez pour l'instant au bouclier bleu quelques dizaines, voire 100, 150 bénévoles qui pourraient éventuellement se mobiliser. C'est une grande association qui est en devenir puisqu'elle fait partie d'un grand mouvement international et qu'elle est quand même composée d'experts. Donc ces experts ne demandent qu'à intervenir, leur nombre ne demande qu'à grossir, donc nous vous invitons à nous rejoindre. Et je termine en disant que je ne suis pas administrateur du bouclier bleu, mais je ne suis simplement qu'un bénévole, mais comme vous pouvez le voir, un bénévole éclairé en la matière. Je vous remercie. Madame la Présidente. Peut-être un dernier mot de la Présidente. Bon. Voilà, rejoignez-nous. Et puis, on peut quand même faire l'annonce selon laquelle, en fait, cette rencontre a été enregistrée. Donc, la captation sera très certainement disponible. Je ne sais pas dans quel délai, mais si vous vouliez revoir, ou je sais qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être là cet après-midi, ou l'inverse, la totalité de la journée donc sera accessible sur Internet prochainement. Voilà. Merci à tous. On nous demande de quitter la salle assez rapidement parce qu'il y a un autre événement derrière. Ce sont nos collègues d'ICOM France qui organisent une session dans le cadre de leur soirée, des soirées déontologie. Merci.